Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkoff reçoit Olivier Pierasantini, qui est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, qui a fondé en 2001 un cabinet de conseil spécialisé dans l'assistance financière et juridique des créateurs d'entreprises et qui présente son livre « Comment l'oligarchie manipule l'opinion, le mirage mondialiste » et c'est aux éditions Max Chalel. Oui, audition de Paris, absolument. Alors Olivier Pierasantini, moi j'ai commencé à lire, au début j'ai regardé la couverture, avec, je la montre d'ailleurs, avec cet homme en écran de télévision, la tête en écran de télévision, et le globe. Et je me suis dit, ça y est, ça va être encore du complotisme. Sauf que vous savez très bien, auditeur de Sud Radio, qu'aujourd'hui, le mot complotisme a simplement remplacé le mot extrémisme, réactionnaire. Comme la réduction à l'Hitlérum, ça marche plus, comme facho, tout ça, ça marche plus du tout. Eh ben, on a inventé complotiste. Laissons ça de côté, c'est de l'anecdote. Ce qui est intéressant, c'est qu'Olivier Pierasantini s'y connaît et drôlement en économie et en finance. Il a travaillé dans la banque et dans l'audit financier. Et puis là, il a écrit déjà des livres sur le mondialisme totalitaire. Et là, en fait, Olivier Pierasantini, vous dites, on parle des médias, mais on ne parle pas que des médias. Je pars de quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Ce week-end, on a reçu, on a lu des rapports tout à fait fascinants sur la manière dont la Chine, pour ne parler que d'elle, s'est répandue et a placé des hommes, et pas des 10, pas 20, mais des centaines de milliers, la Chine c'est 1,5 milliard d'habitants bien sûr, dans les sphères politiques, économiques, financières et autres, d'organismes internationaux et même d'organismes nationaux. Vrai ou faux? Ah mais totalement vrai. Vous savez, la Chine est entrée à l'OMC en 2001. L'Organisation mondiale du commerce. Et à l'époque, Bill Clinton avait salué ça comme un progrès qui allait amener la Chine... C'était en 2001. 2001, ça, 20 oui. ans, quoi. 20 ans. Bon, ouais. Qui allait amener la Chine à rejoindre la communauté internationale et à se fondre dans l'esprit libéral et autres. Et puis, il expliquait que ça allait être aussi profitable pour les États-Unis et les pays occidentaux, parce que ça allait être un réservoir de consommateurs et autres, enfin blabla, bien tout sûr. ce blabla. Bien. Il y a quelques mois, qu'a dit M. Macron, interviewé sur la question? Il a dit, on est en droit de se poser la question, est-ce que c'est le monde qui a changé la Chine, ou est-ce que c'est la Chine qui change le monde? C'est pas un complotiste qui a dit ça. Paraît-il, pas soi-disant, c'est Emmanuel Macron. Donc, on voit bien que le fameux projet mondialiste sur le volet, au moins de l'intégration de la Chine, qui est quand même quelque chose de considérable dans le projet mondialiste, justement, et dans le commerce international, fait un aveu d'échec. Bien. Et comme vous le dites, la Chine métastase toutes les institutions internationales. Je pourrais vous citer la main. Des exemples? Ah ben elle a carrément la main mise sur la commission des droits de l'homme de l'ONU, c'est quand même extraordinaire, hein, là c'est le pompon, les affaires industrielles, tout ce qui concerne les télécommunications, c'est-à-dire toutes les commissions de l'ONU qui concernent ces éléments-là, sont aujourd'hui soit dirigées par un Chinois, soit il y a une très forte présence. Quant à l'OMS, l'OMS est dirigée par un Éthiopien. L'Organisation mondiale de la santé, oui, voilà. On a beaucoup parlé en ce moment. Dont on a beaucoup parlé, et dont le rôle a été particulièrement controversé, n'est-ce pas? Alors elle est dirigée par un Éthiopien, excusez-moi, je n'arrive jamais à retenir son nom. Oui, mais il faut savoir que l'Éthiopie est, je mets des guillemets, une colonie chinoise. Parce que les Chinois, oui, les Chinois ont investi massivement en Éthiopie. Ils ont racheté des millions d'hectares de terre qu'ils cultivent et qui servent à préserver leurs approvisionnements futurs, puisque la Chine a toujours une crainte au niveau de son autosuffisance alimentaire. Donc, ce sont des millions d'hectares de terre que les Chinois ont achetés et qu'ils exploitent intensivement. Et pas seulement en Éthiopie, mais en Afrique, dans toute l'Afrique. Hein. En Afrique, mais alors l'Éthiopie, c'est vraiment leur base centrale. Et alors, ce dirigeant de l'OMS, qui est un ancien du Parti communiste, enfin marxiste, puisque l'Éthiopie a été gouvernée pendant très longtemps par un régime dictatorial marxiste, bon, il y a en plus une espèce de correspondance idéologique. Alors peut-être que tout ça nous aiderait à expliquer pourquoi, sur les débuts de la pandémie, nous avons eu quand même des atermoiements, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors encore, on va dire qu'on est complotisme. Enfin, quand on observe certaines carences et qu'on voit de qui elles émanent, on est en droit de se poser des questions. C'est parti de Wuhan. L'OMS a mis 1 mois, 2 mois à expliquer et à parler de cela, on le sait. Mais moi, je voudrais revenir alors au fond du livre, et ça m'intéresse pour les auditeurs, ça intéresse nos auditeurs. Le projet mondialiste.
On va essayer de le définir. Et on va essayer de le définir parce que souvent, il se passe quoi? Beaucoup de gens, et à mon avis, font une erreur maladroite en disant « Ah oui, la trilatérale, Bilderberg et compagnie ». Ça devient le test, vous savez, du complot mondial, etc. Bien sûr. Or, il y a, au-delà de ça, il faut vraiment pas s'arrêter à l'anecdote. Il y a effectivement un projet mondialiste où les gens pensent pareillement qu'il faut un gouvernement mondial pour tout le monde, quoi. Alors, c'est quoi le projet mondialiste? Alors, André, il y a deux choses, il y a deux termes, je pense qu'il faut bien les définir, il faut mettre les bons mots. Il y a la mondialisation. La mondialisation, elle existe, elle est factuelle. Oui, et elle n'est pas mauvaise, d'ailleurs. Elle n'est pas mauvaise, c'est un grand progrès. On voyage, on connaît mieux les peuples, on se sent plus proche des autres peuples. Vous voyez, quand, par exemple, ces enfants thaïlandais étaient enfermés dans une grotte pendant quelques jours, mes enfants priaient pour qu'on les sauve, vous voyez, donc on a une proximité, on se sent pas les ennemis des autres. Beaucoup de pauvres sont sortis de la pauvreté grâce à la mondialisation. Bien sûr, donc il y a des aspects positifs, mais derrière la mondialisation, qui est un fait qu'on ne combat pas, qui n'est pas forcément souhaitable de combattre, il y a un projet mondialiste. Ce projet mondialiste, si vous voulez, c'est un projet de gouvernement mondial. Et ce projet de gouvernement mondial, il a été explicité par plusieurs personnalités. Pas des gens, je dirais, lambda. Oui. Monsieur David Rockefeller, qui l'avait expliqué dans les années 50. Monsieur Warburg, qui était le patron de la chaise Manhattan, qui a dit « Nous sommes pour un gouvernement mondial et ce gouvernement pourrait être dirigé par des banquiers, parce que les banquiers ne font pas pire, ne feront jamais pire que ce que font les politiques actuellement. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est le PDG de la chaise Manhattan Bank. Bien, Monsieur Attali a écrit un livre qui s'appelle « Qui gouvernera le monde ?», dans lequel il explique qu'il est souhaitable d'aller vers un gouvernement mondial, parce que, je dirais, un certain nombre de problématiques actuelles, la criminalité, mais alors, le climat, etc. Je me fais, non pas l'avocat d'Attali ou de Warburg, mais après tout, est-ce qu'un gouvernement mondial... Et je pose la question à la personne qui justement a parlé du mirage mondialiste. Est-ce que ça ne résoudrait pas un certain nombre de problèmes? Alors écoutez, moi je vais vous expliquer. Cette histoire de gouvernement mondial, je vais vous dire deux choses. Ça s'inscrit dans un combat, mais qui est un combat feutré, caché, bien entendu, qui n'est pas à la portée de tout le monde, je dirais. C'est un combat entre des multinationales, des banques, des GAFA, qui... depuis 20, 25, 30 ans, c'est-à-dire depuis l'ouverture des frontières suite à la chute du mur de Berlin, l'effondrement du bloc soviétique, s'enrichissent considérablement. Et sont plus fortes que les États. Et supplantent les États. C'est-à-dire que financièrement, aujourd'hui, vous avez par exemple la capitalisation boursière d'Amazon qui dépasse le montant du PIB de la Suisse. Vous voyez, je dis bien de la Suisse. Oui, pas d'un pays lambda, pas du Pakistan ou de la Suisse. Google, sa capitalisation boursière dépasse celle de la Belgique, donc de pays importants. Et alors, quand on vous dit ça, mais la Suisse, c'est peut-être 8 ou 10 millions de personnes, j'ai pas la population en tête. Amazon, c'est quelques centaines de milliers de salariés. Donc vous voyez l'accumulation des profits qui est liée à ça. Et les États se surendettent de plus en plus pour pallier aux méfaits de la mondialisation qui sont par exemple la désindustrialisation, donc la perte des emplois, la perte des usines. Donc peu à peu les États s'appauvrissent, les grands groupes s'enrichissent et tiennent les États en dépendance par la dette. Donc sans vouloir parler de complot, il y a un rapport de force qui engendre nécessairement, et je dirais naturellement, une volonté de la part des nouveaux maîtres du monde, qui sont ceux qui ont l'argent, de s'emparer du pouvoir politique au service de leurs intérêts. Donc, je ne pense pas que ça ce soit souhaitable. Et deuxièmement, André, moi, pourquoi pas un parti politique qui se présente et qui dit, mais nous nous présentons dans le but de faire un gouvernement mondial. Oui, un parti mondialiste. Oui. Mais vous en avez vu un, vous, déjà ? Non, pas vraiment, non. Non, il ne se présente pas comme ça pour la bonne raison que les opinions publiques les rejetteraient. Pas très bien, ça passerait pas. Donc tout ça se fait en coulisses, en catimini, de façon feutrée, de façon insidieuse, d'un point de vue d'évolution politique, d'un point de vue d'évolution économique, d'un point de vue d'évolution culturelle et médiatique. Et c'est ça qui est très inquiétant, puisque cela veut dire que nos souverainetés populaires et notre démocratie sont directement attaquées par ce système. En fait, si je comprends bien, c'est un peu... Enfin, le gouvernement mondialiste, c'est plus de frontières,
circulation totale de tout, des hommes, des idées, du reste, etc. Et plus, quelque part, plus d'identité, c'est vraiment les anywhere et les somewhere dont parlait David Goodhart. Exactement, Oui. mais ça je l'explique dans mon livre, c'est-à-dire qu'au niveau de l'identité, qu'est-ce qui se passe? Je vais schématiser bien entendu, par Oui. rapport au temps qui nous est imparti. Des multinationales ont deux intérêts: que le monde soit totalement ouvert, qu'il n'y ait pas de barrières douanières et réglementaires. Pourquoi? Parce que leur intérêt, c'est de faire des économies d'échelle, c'est-à-dire de vendre le même produit partout. Donc, qu'est-ce qui peut freiner ça? Ce sont les nations avec les douanes, les réglementations différentes, qui les obligent à chaque fois à s'adapter. Ça représente des coûts. Et la deuxième chose, c'est évidemment la variété et la diversité des cultures. N'est-ce pas? Bien sûr. Qui fait Ça, que... c'est le plus important, d'ailleurs. C'est même le plus important, qui fait que, par exemple, nous, Français, on va toujours préférer manger notre bonne blanquette de veau qui vient de l'éleveur du coin, etc. L'Italien, lui, va préférer sa bonne pizza napolitaine, etc. Et tout ça, ça freine des marques de pizza surgelées, par exemple, en Italie, ou évidemment de la viande quasiment artificielle aux hormones. Bon, et donc, il est bien évident qu'ils ont intérêt à créer une masse de consommateurs mondialisés, si j'ose dire. Voilà. On va en reparler puisqu'on est presque à l'heure du déjeuner. Alors attention, que manger racine de ce point de Manger vue, il n'y a pas de problème. manger français. Voilà. Après, on se retrouve tout de suite. On se retrouve dans quelques instants avec Olivier Piacentini et André Berkoff. Et vous aussi qui nous appelez au 0826 300 300. On vous attend évidemment à partir de 13h15. À tout de suite. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Pas tout à fait cuite. Et si j'ai invité Olivier Piacentini pour son livre Le Mirage mondialiste, c'est parce que moi j'ai une conviction, et je ne suis pas le seul, que les clivages gauche et droite ne sont plus les plus pertinents, de loin. Aujourd'hui, c'est entre mondialistes et souverainistes. On le sait, ça se cache, mais toutes les déclarations que vous pouvez voir chez les politiques de droite et de gauche, vous voyez que ça se passe autrement. C'est vraiment mondialiste contre souverainiste. Alors, Olivier Piacentini, vous parlez dans votre livre, et vous racontez avec moult faits et chiffres comment effectivement la pensée mondialiste essaye non seulement de gagner du terrain, mais essaye de dire que c'est la seule possible, parce que pour eux il n'y a pas d'alternative. Tout le reste c'est des passéistes, conservateurs, grotesques. Non, du passé faisons table rase. Alors comment ça opère et est-ce que ça marche? Ça a marché pendant très longtemps. Vous le savez, André, puisque comme moi vous avez vous êtes un observateur depuis longtemps. La pensée mondialiste s'est développée et a déroulé son programme d'année en année, mais petit à petit dans les médias, en usant un peu de la technique du voleur chinois ou des dominos qui tombent. C'est-à-dire qu'il y a un premier domino et puis alors après un deuxième. On essaye d'accoutumer peu à peu, si vous voulez, la population à certaines formes de pensée. C'est quoi alors c'est intéressant. C'est quoi les 10 commandements? Enfin, 8 commandements de la pensée mondialiste. Alors, si vous aviez à les définir. Alors, je vais commencer par l'économie, c'est parce que c'est vraiment, et puis je pense que c'est la clé de tout actuellement. Vous avez, en termes, si vous voulez, d'économie, deux clés de voûte absolument inattaquables. Le libre-échangisme et la déflation. La déflation, les deux étant d'ailleurs liés. Alors le libre-échangisme, c'est très simple. Chaque fois que vous dites il faudrait mettre des amendements, essayer de freiner un peu la progression des produits chinois, concurrence déloyale, etc. Bon, eh bien on vous dit mais là vous êtes un économiste à l'ancienne, c'est l'économie de papa. Alors on vous sort toujours, si vous voulez, des propos du type oui mais là si on met des barrières douanières par exemple sur je ne sais pas le textile chinois, nos agriculteurs vont y perdre. Oui, toutes des décisions économiques à son versant positif et il y a forcément des contreparties. Mais ce qu'il faut, c'est faire un audit précis de la situation. Moi, je sais qu'est-ce qu'on veut conserver, qu'est-ce qu'on veut. Voilà, braver, et qu'est-ce que ça nous rapporte et qu'est-ce que ça nous coûte. Mais jamais ce travail n'est fait, puisque nos dirigeants sont décidés à nous imposer ce libre-échangisme. Et donc, il n'y a jamais un audit précis de la situation. Bon, sur le libre-échangisme, Donald Trump a prouvé que non seulement le libre-échangisme n'était pas la seule mode de gouvernance économique, mais même que de mettre des amendements et des barrières on l'a vu ciblées, avec la Chine.
Avec la ciblés, Chine, on l'a vu avec la Chine, étaient porteurs, puisque des usines chinoises, des fabricants de composants, de composants électroniques comme Foxconn ont été obligés d'implanter des usines aux États-Unis, puisque ça leur coûtait trop cher d'importer. Donc c'est le retour de l'emploi aux États-Unis. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah oui, mais là, il veut fermer les frontières. Mais non, il ne veut pas fermer les frontières. Il veut créer un rapport de force avec la Chine pour l'obliger à se mettre dans les clous au niveau des normes sanitaires, des normes sociales, des normes environnementales, de tout ce qu'on n'a pas su imposer à la Chine et qui était inclus, si vous voulez, Absolument. dans sa charte d'engagement à l'OMC. Et juste, Olivier Pierre-Settini, c'est pas pour reparler de Trump, mais quand même, une chose aussi, quand on dit on ne peut rien faire contre rien, mais avec le Big Pharma, avec les laboratoires pharmaceutiques, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obligé que le prix des médicaments aux États-Unis soit aligné sur la vente aux pays les plus pauvres. Exactement. Il dit, on fera à Washington comme au Sénégal, Et comme voilà. à Dakar. Et donc vous voyez, Ouais. quand vous parlez de Trump et que vous décrivez ce que vous décrivez, on se rend compte que Trump était l'homme qu'il nous fallait, qu'il fallait aux États-Unis, mais Il reste. son inspiration pour imposer ce rapport de force aux grands groupes et aux multinationales et les obliger à respecter les États, à respecter les peuples et les pays qui sont l'origine et qui sont toujours leur principal marché de consommateurs. Le deuxième dôme économique, je dirais, du mondialisme, Oui. c'est la déflation. C'est de dire qu'il faut toujours baisser les coûts, baisser les coûts, baisser les coûts de tout, et toujours on vous dit, par exemple, ah ben oui, mais si on fait ça, le consommateur va y perdre. Vous voyez, si on met les barrières douanières, c'est le consommateur qui va payer. Bien sûr. Sauf que le consommateur, il faut qu'il ait aussi du pouvoir d'achat. Et si le consommateur est au chômage, ou au RSA, qu'on doit endetter le pays pour mettre en place des aides sociales et après faire payer tout ça aux contribuables. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. En France, Donc, en fait, vous voyez, le mondialisme veut faire de nous, Européens et Occidentaux, des consommateurs. Notre fonction dans la vaste usine mondiale, le travail, c'est pour les Asiatiques, je schématise un peu, Oui, non, mais et nous sommes des consommateurs. Nous sommes des consommateurs compulsifs parce que la contre-culture nous a amenés, si vous voulez, à préférer les loisirs, les plaisirs, etc. Bon, eh bien, en nous réduisant à cet aspect consommateur, on oublie qu'il faut bien que nous gagnions notre vie. Et que pour gagner notre vie, il faut qu'il y ait des usines. Et donc, il faut qu'on travaille et qu'on se remette au travail. Mais tout ça, évidemment, le mondialisme, je dirais, nous endort dans la société des loisirs et du divertissement. Et, oui, sauf que si on a des problèmes de fin de mois, et malheureusement des millions de Français, pour ne parler que d'eux, ont des problèmes de fin de mois, ils dorment pas très bien. Hein. Ils ne dorment pas très bien, mais pas du tout, on le voit Voilà. bien. C'est Voilà. La paupérisation Donc, de la France depuis 30 ans est phénoménale. En réalité, un économiste qui s'appelle Philippe Erlin avait écrit un livre sur la réalité de l'évolution du pouvoir d'achat en France, et il avait évalué, en remettant en cause les chiffres de l'INSEE qui sont basés sur un panier qui n'est pas... Il y aurait plus de 25% de perte de pouvoir d'achat moyen Ce qui est énorme. depuis le début des années 80. Donc Oui. effectivement, il y a un appauvrissement, mais alors le divertissement aussi aujourd'hui est complètement numérisé, c'est-à-dire que on ne sort plus de chez soi. Pour toutes ces masses de gens paupérisés, il y a les claviers, Il y a Netflix et compagnie. Netflix, oui, en fait, etc. voilà. Donc si vous voulez, on s'adapte au C'est niveau ça. de vie du consommateur, et puis on capte l'essentiel de son pouvoir d'achat à travers, je dirais, les prélèvements Netflix, etc. Et alors, de ce point de vue-là, ou sans faire simplement un spécial géopolitique, aujourd'hui, par exemple, comment vous situez, et même à l'intérieur du pays, pour parler de la France, les mondialistes et les souverainistes? C'est-à-dire que, est-ce que la bataille est encore ouverte ou c'est gagné pour les mondialistes? Ah, je pense que la C'est bataille plié. n'est pas du tout gagnée pour les mondialistes. Je suis même très optimiste, André. Mais Ah bon, optimiste à d'accord, moyen terme. Parce que, voilà, effectivement, le bras de fer entre les grands groupes et les États est engagé. Et effectivement, en termes de moyens, les grands groupes sont en train de prendre le dessus, puisque nos États sont de plus en plus à volo. Mais au sein des opinions publiques, il est bien évident qu'il y a une rébellion depuis quelques années. La poussée populiste est partout. Donald Trump a gagné en 2016. Il aurait perdu cette année, je ne sais pas, mais enfin, le fait est que de toute façon... Il aurait perdu avec 10 millions de voix en plus qu'il y a 4 ans. Enfin, voilà, bon, c'est un c'est problème. extraordinaire. Bon, mais admettons même qu'il a perdu. Son courant de pensée s'est grandement enraciné aux États-Unis. Ce n'est pas l'épiphénomène qu'on a voulu nous présenter. C'est vrai. Ce n'est pas... Et est-ce qu'en Europe de l'Est, à votre avis, les Orban ou bien les sûr. vont jouer un rôle, ou les Salvini en Italie, etc. Ben, bien sûr, mais oui. écoutez, vous prenez l'Italie. En
Italie, la Lega représente 35% de l'électorat dans tous les sondages. Elle serait largement en tête si des élections arrivaient demain, et Salvini a été écarté du pouvoir parce que j'appelle une espèce de forme de coup d'État. Alors lui-même a fait une erreur. Bon, il a fait une erreur stratégique. Mais ce qui était étonnant derrière, c'est cette alliance express entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate, donc qui équivaut un peu au parti de Macron ou les socialistes français. Et tout d'un coup, on se rabiboche et pof, on le met dehors. Bon, j'appelle ça un espèce de coup d'État qui fait penser au coup d'État qui avait chassé Berlusconi en 2011 pour le remplacer par le banquier de Goldman Sachs, Monti. Et puis, cette espèce de coup d'État, moi j'appelle ça comme ça, qui a propulsé Macron à la tête de notre pays en provoquant, je dirais, cet acharnement sur Fillon, à la fois judiciaire et médiatique, sur Fillon et Marine Le Pen. Donc, si vous voulez, la lutte est engagée. Maintenant, moi, je vais vous dire, le mondialisme ne s'est pas imposé comme ça. C'est pas venu du jour au lendemain. Ça a mis 30 ans. Moi, cette espèce de démondialisation des esprits, je l'observe depuis à peu près 5-6 ans. Peut-être que ça arrive avant, mais disons que moi, je commence à me dire, là, ça bouge. Ben, ça va mettre un peu de temps. Ça va mettre du temps. D'autant plus que les mondialistes... Mais vous sentez que les courants sont en train de bouger. Enfin, les lignes sont en train de bouger. Quoi, très clairement. Dans les esprits, dans les... Ouais. Très clairement, mais c'était déjà le cas avant le Covid. Mais quand les gens ont vu pendant le Covid qu'on n'était pas capable d'avoir des masques, c'est-à-dire des carrés en tissu, qu'il fallait qu'on s'inquiète de notre approvisionnement en Doliprane, que les usines... qui étaient en Chine, qui étaient fabriquées en Chine. Qui étaient fabriquées en Chine. Le paracétamol, etc. Voilà, etc. que les usines automobiles ou motos, ou tout ce que vous voulez, craignaient de ne plus être approvisionnées en pièces par la Chine et donc de plus pouvoir tourner. Mais quand on voit ça, ça veut dire que la Chine, en fait, appuie sur un bouton et elle nous détruit du jour au lendemain. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, c'est bien le mondialisme qui nous a amenés dans cette situation. Donc les gens, voyant tout ça, voient bien que nos pays ne tiennent plus qu'à un fil qui est celui des approvisionnements asiatiques, et un fil qui est celui de nos conditions de financement de nos États, qui sont surendettés et qui, du jour au lendemain, pourraient se retrouver complètement en ruine à cause d'une simple hausse des taux d'intérêt, d'une spéculation qui serait lancée par les banquiers. Donc, si vous voulez, les gens doivent vraiment prendre conscience qu'aujourd'hui, un pays comme la France peut s'écrouler du jour au lendemain. Et quand je dis la France, c'est l'Italie, c'est l'Angleterre, même les États-Unis. Enfin, tous nos pays sont aujourd'hui... juste un mot, ce que nous avait dit d'ailleurs Marc Toiti et d'autres, c'est que les élections allemandes en 2021, si l'Allemagne refuse de mutualiser, eh ben, c'est très mal barré, quoi. Ah, complètement. Non, mais là, c'est très clair. Mais alors là, sur la question de la mutualisation des dettes, on a un autre problème qui est aussi un des avatars du mondialisme, c'est l'Union européenne. L'Union européenne et l'euro. L'Union européenne, comme je dis, c'est un peu un laboratoire du futur gouvernement mondial. Bon, je vous rappelle que l'Union européenne avait été conçue, d'après ce qu'on nous disait, pour assurer la prospérité de l'Europe et lui donner, je dirais, les moyens d'une grande puissance pour rivaliser avec la Chine, la Russie, les États-Unis. Bien. Aujourd'hui, on est en 2020, l'Europe se fait marcher sur les pieds par la Turquie. Oui, on le voit, tous les jours. Donc elle ne concurrence pas la Chine. Elle se fait houspiller par la Turquie, c'est-à-dire lui, il est uni avec personne, il est tout seul, mais par contre, il arrive à nous mettre il est dans l'OTAN. Il est dans l'OTAN. Il est dans l'OTAN, ben voilà, mais oui, mais il joue de sa position, c'est un très grand stratège. Hein. Moi, je trouve qu'il est excellent. Je ne l'aime pas du tout, bien entendu, hein, parce que moi, je défends bien sûr la France. Mais j'admire en tout cas son sens stratégique, et je vois que ce pays, qui est une puissance très moyenne, eh bien, se rit de l'Union européenne. Bon, on va continuer à en parler avec vous, Olivier Piacentini, et Clémence avec les auditeurs. Avec nos amis qui nous écoutent et qui nous appellent au 0826 300 300. C'est le moment de participer, de venir poser des questions à notre invité, évidemment, Olivier Piacentini, avec son livre. Et puis, vous pouvez aussi revenir sur justement ces hospitalisations de force demandées par un représentant de l'État et qui sont en augmentation. Ça pose des vrais problèmes. Et vous pouvez réagir à ce sujet tout de suite. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, les Français parlent au français. C'est à vous, chers amis auditeurs, de parler à Sud Radio et de nous téléphoner au 0826 300 300, de poser aussi des questions à notre invité, Olivier Piacentini. Je rappelle son livre « Comment l'oligarchie manipule l'opinion, le mirage mondialiste » et c'est aux éditions de Paris. Alors tout de suite, on file au standard et on donne la parole à Nicolas de Bastia. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Allô, bonjour. Oui, je vous appelle de Bastia. Je voudrais saluer M. Berkov et M. Piacentini pour organiser cette excellente discussion autour de ce sujet. Et je voudrais apporter mon sentiment sur la question de mondialisme. Oui. Je pense qu'on a un problème de calendrier vis-à-vis de ça parce que, en fait, les effets d'annonce de M. Attali et d'autres responsables politiques ou tout simplement publics autour de cette question sont en réalité des constats de fait.
Et qu'aujourd'hui, nous arrivons à la fin de ce système-là, et on observe, on va dire, toutes les exactions de ce système avec justement des internements dont on a parlé tout à l'heure de M. Fortillan, avec l'accélération de tous les processus comme la vaccination qui arrive avec très peu de recul sur le vaccin. Et qu'en fait, si on regarde le gouvernement mondial et le mondialisme comme étant quelque chose à advenir, nous sommes dans l'erreur. Il était déjà là. Il y avait des lobbyistes qui travaillaient dans le sens à promouvoir tous les accords internationaux comme ALENA, comme celui qui concerne l'Amérique du Nord et l'Europe. Ils se sont mis en place. Ouais. Voilà. On n'a jamais réussi à interdire, par exemple, les entreprises comme Monsanto ou Bayer à s'associer et nous vendre des produits avec des pesticides, etc. Tout ça, c'était déjà en place. On a des banques centralisées, on a tous les accords qui nous engagent au niveau de la dette commune, etc. Et du coup, j'aimerais juste dire que ce qui se passe actuellement aux États-Unis est un point pivot, on va dire, de l'avenir du monde suivant, celui de la fin de l'idée mondialiste, puisqu'elle est déjà sur le point de s'effondrer. Alors Olivier Piacentini, vous partagez l'opinion de Nicolas? Je pense que l'opinion de Nicolas est très éclairée et c'est un très bon observateur, mais ça m'étonne pas, c'est parce qu'il est corse. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire ça bonjour y est, à tous mes l'identité amis corse corses. arrive. Voilà, bonjour C'est très bien. à Nicolas et à toute la Corse. Alors, vous avez bien raison, c'est fait de des années que c'est en place et des observateurs avisés comme vous sont capables de déceler exactement ce qu'il passe. Et moi, je dirais même que depuis que les populistes commencent à monter et représentent une très grosse crainte pour tous ces gens, une peur immense, et c'est une peur panique quand ils ont vu le Brexit, quand ils ont vu Trump, etc. Ils essayent de l'autre côté d'accélérer leur programme, c'est-à-dire d'accélérer leur calendrier pour prendre les devants et prendre, je dirais, ces mouvements populistes de vitesse. Mais en accélérant trop leur programme, ils ont pris le risque de se démasquer. C'est bien le cas de le dire, c'est-à-dire que là, on n'était plus dans la technique du voleur chinois où petit à petit on fait passer les choses. Là, tout d'un coup, on essaye de faire vite parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Moi, je vais vous faire une petite remarque. Emmanuel Macron a l'autre jour parlé sur le Média Brut, je crois. Oui. Et alors, on n'a retenu que des histoires de violences policières. Bon. Mais il a dit une phrase extrêmement importante et très, je dirais, subliminale et mystérieuse. Il a dit... Peut-être que je ne pourrais pas me représenter en 2022 parce que je serais obligé de faire des choses très dures. Parce que je serais obligé de faire des choses très dures. Bon, on peut se demander qu'est-ce qu'il sera amené à faire. Alors, moi j'ai une petite idée derrière la tête quand même, hein. Ça m'arrive. Allez, faites votre prophète, Olivier. Oui. Enfin, votre prédicateur. Votre prédicateur. Alors, je vais vous dire, je l'ai fait il y a 2 mois pour quelque chose qui s'est réellement produit. Et je vous dirai après. Moi, je pense qu'il va être amené très probablement, dans les mois à venir, à déclencher les processus de directive BRRD. C'est-à-dire que BRRD, c'est une directive qui date d'août 2016, qui est une directive européenne qui a été ratifiée par le Parlement français. Oui. Très vite après l'arrivée de Macron, comme par hasard d'ailleurs, et c'est une directive qui prévoit de ponctionner les comptes des épargnants au-delà de 100 000 euros pour enflouer les banques. Or, avec ce système d'intérêt négatif depuis des mois, les banques sont en très grande difficulté. Les compagnies d'assurance, le risque crédit, évidemment, avec tous ces crédits qui sont sollicités, enfin les entreprises en grande difficulté. Vous voulez dire qu'il a tellement imposé, il peut plus imposer, il va s'en prendre au compte. Ah oui. Mais c'est prévu dans la loi, c'est-à-dire que, si vous voulez, cette possibilité qui a été testée à Chypre en 2011 est passée dans la législation européenne et dans la législation nationale. Elle est actée, quoi. Elle est actée. Ça fait d'ailleurs 3 ans que j'en parle sur mes réseaux sociaux et dans les conférences que je fais. Et donc, moi, quand j'entends ça, je me dis, mais est-ce que ça pourrait ne pas être ça ? Vous voyez ? Est-ce que ça pourrait ne pas être ça ? Parce que, véritablement, moi, des choses très dures, bon, augmenter les impôts, mais enfin, ça, maintenant, on a l'habitude. Oui, on va sur le patrimoine, quoi. On va sur le patrimoine, mais écoutez, André, ça aussi, j'avais écrit un bouquin qui s'appelle OPA sur l'Élysée, qui parlait donc de Macron, de sa campagne, qui a financé sa campagne, et quel serait son projet. Moi, j'ai toujours dit que le projet de Macron correspondait aux gens qui l'ont financé, c'est-à-dire les grandes multinationales, et que c'était une volonté de capter le patrimoine des Français. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que cet acharnement sur les commerçants, les artisans, sur le patrimoine immobilier également, ça c'était déjà avant, ne correspond pas à cette volonté d'exproprier les Français de leur travail et de leur indépendance économique? Écoutez, qui vivra verra, voilà. Oui, Nicolas, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, Rapidement. Oui, bien sûr, bien sûr. Je veux dire, on doit se tourner tous, je pense, actuellement vers ce qui se passe vers les États-Unis, parce que les États-Unis actuellement est toujours le phare du monde sur le monde à venir, et que effectivement, il faut prêter une attention toute particulière aux élections américaines. Aujourd'hui, il y a l'annonce des grands électeurs, et ensuite ce qui va suivre, parce qu'aux États-Unis, il y a ces dispositions, ces directives qui risquent, on va dire, de bousculer un petit peu la destinée du monde libre. Alors Nicolas, je peux vous dire une chose, on suit ça très fortement. On a été les premiers ici à raconter ce qui se passait au niveau de Biden et de l'Obamagate, et on va suivre ça. On se retrouve après ceci. Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300, prenez la parole, que vous soyez corse ou pas d'ailleurs, on vous accueille tous. Allez, à tout de suite. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et André Berkoff est toujours avec son invité Olivier Piacentini, dont son livre « Comment l'oligarchie manipule l'opinion, le mirage mondialiste » aux éditions de Paris. Et puis vous aussi, vous êtes tous là et vous êtes bien présents, vous nous appelez au 0826 300 300. Tout de suite, on va à Albi pour donner la parole à Christian. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Oui, bonjour à votre invité aussi. J'avais une question pour votre invité, juste un petit mot avant pour dire un mot pour Clémence, qui a l'air toujours de bonne humeur et qui donne un petit peu de bonne humeur aussi, parce que c'est vrai. Vraiment, merci Christian. Ah oui, vous donnez, c'est un plaisir de vous entendre. Quoi. À nouveau l'émission, mais vous-même, c'est très bien. Quoi. Et voilà, donc j'avais une question et une remarque, mais par ailleurs, votre invité apporte des jugements qui sont à la fois paraissent très intéressants et en même temps qui font presque un peu peur. Mais, enfin, ah ben oui, c'est ça. Mais c'est très intéressant ce qui... Allez-y Christian, voilà. On écoute. Mon problème, depuis quelque temps, je suis intrigué par le Parti communiste chinois et par l'implication d'hommes politiques français qui sont membres de fondations qu'on sait pas mieux que moi, genre France-Chine, Shanghai, quelque chose comme ça. Dedans, j'ai vu qu'il y avait des Young Children, voilà, comme Macron, Philippe, Véran, sa compagne, la députée Elisabeth Borne, Greffe. Tous ces gens-là, ça m'intrigue. Tous membres de fondations. Il y avait sur Raffarin en premier, bien sûr Lumet. Ils sont tous très proches du Parti communiste chinois. Et, je m'intrigue et qu'est-ce qu'en pense votre invité à ce sujet? Ah ben là, j'en pense... Olivier Piacentini, alors. J'en pense énormément de choses, mais... Alors... Je vais vous répondre. Je vais déjà vous faire une observation générale, puisqu'on parle du traitement médiatique sous le prisme du mondialisme. Observez la mansuétude des médias par rapport à la Chine, qui est un pays totalitaire. Totalitaire, c'est même pas un pays autoritaire, c'est totalitaire, où les gens sont fliqués par la reconnaissance faciale permanente et scorée. Les bonnes notes. Les bonnes notes si vous avez craché dans la rue ou je ne sais quoi, etc. Bon, un pays qui, je dirais, martyrise, on le sait, les Ouïghours, qui sont une minorité musulmane. Personne n'en parle, alors que, paraît-il, il y aurait une islamophobie terrible en France. Bon, en Chine, on n'en parle pas. Bon, et même les pays musulmans, comme l'Arabie Saoudite, ont de très bonnes relations avec la Chine. Là, le problème n'existe pas un mot. On martyrise également les chrétiens, je peux le dire. On martyrise les opposants. On assassine et on condamne à mort des tas de gens, et après, on envoie la facture de la balle à la famille. Enfin, c'est tout des choses comme ça, toute la journée. Et visiblement, ça passionne pas les médias. Alors, sur les personnalités que vous venez de citer, Raffarin, bon, écoutez, moi, je sais pas, enfin, je veux dire, de faire l'apologie de la Chine, de parler, j'ai vu je dirais, des interviews de lui à propos de la Chine, où il est dithyrambique, où tout marche bien là-bas, c'est formidable. Vous avez une personnalité comme Laurent Alexandre, qui se fait l'apologue de la Chine en permanence. Moi, je vais vous donner des indications sur deux personnes. Dominique de Villepin et Romano Prodi. Donc Dominique de Villepin, notre ancien Premier ministre, Romano Prodi, ancien président du Conseil italien et ancien président de la Commission européenne. Ces deux personnes ont des cabinets de conseil, en tant qu'avocat pour Dominique de Villepin. Ce qui est leur droit le plus strict. Leur droit le plus strict, sauf qu'ils servent de poisson pilote aux entreprises chinoises pour les aider à racheter des entreprises, l'un en Italie, l'autre en France. Et par exemple, Romano Prodi a joué un rôle très important dans le rachat de Pirelli par un groupe chinois. Vous voyez, Dominique de Villepin a traité pas mal d'affaires, dont par exemple une affaire de matériel agricole où il a tuyauté donc les Chinois pour acheter... Oui, mais ça c'est leur boulot, Olivier Piacentini. C'est pas pour les défendre, mais je veux dire, en tant qu'avocat d'affaires, est-ce que ce n'est pas leur boulot de... Alors vous allez me dire, oui, mais alors on brade la nation. Mais est-ce que vous pensez, quand vous dites avocat d'affaires, ce sont avant tout, je dirais, leur valeur ajoutée en tant qu'avocat d'affaires, elle tient à quoi ? À ce qu'ils ont été les politiques. Bien sûr. Et donc c'est là que vient le problème. Moi, évidemment, bon, il y a des avocats d'affaires, des Chinois veulent racheter, je comprends. Il faut voir le sort. Cette fameuse usine
matériel agricole, elle a été bazardée au final, vous voyez. Et bon, je doute que quand même quelqu'un comme De Villepin ne se rende pas compte de ce qu'il fait. Et je pense que là, on use d'une influence politique pour favoriser un pays étranger. Vous dites en tout cas que la Chine envoie un peu partout maintenant, à tous les niveaux, bien sûr, politique, économique, etc. On revient à ce qu'on disait au début, bien entendu. Dans tous les pays, alors je connais ces deux cas-là, dans tous les pays, il y a évidemment des poissons pilotes qui les aident à pénétrer notre marché, non seulement en termes de produits, mais aussi sur le rachat d'entreprises. Et moi, je trouve que c'est particulièrement grave quand on connaît quand même le mode de management des Chinois. Vous savez, les Chinois, quand ils rachètent des usines françaises, c'est pas pour favoriser l'emploi et le niveau social des ouvriers. Il y a qu'à voir comment ils traitent les leurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est souvent pour s'emparer d'une technologie, d'un savoir-faire, et puis après on bazarde de tout, on l'envoie là-bas. Voilà, on les adopte, on le fait chez nous, Chinois, et puis le reste... Voilà. Est-ce que vous pensez que M. De Villepin ou M. Prodi ne le savent pas? Enfin, ou sans doute pas. Enfin, que soyons sérieux. Ils se servent d'une influence politique pour arriver à ça. Donc, moi, je veux bien si, par exemple, un Américain ou un Italien ou un Allemand rachète une usine française. Bon, nous-mêmes, on en rachète ailleurs. Mais là, on sait très bien que c'est de la captation de patrimoine. C'est ce que faisait l'Amérique avant Trump et ce que fait l'Europe aujourd'hui. Exactement. Exactement. Allez, on reste dans le sud-ouest, on part à Bordeaux et on donne la parole à Frédéric. Bonjour Frédéric. Frédéric, bonjour. Bonjour messieurs Piacentini et Bercoff. Bonjour Frédéric. Alors je vais parler d'un troisième sujet, mais bon, pour monsieur Piacentini, déjà au début des années 80, j'avais lu des articles dans le Monde diplomatique, Le Point, l'Express, à propos de ces prochains gouvernements des grandes sociétés à travers le monde. Donc ça fait que 40 ans qu'on en entend parler. Tout à fait. Voilà. Ensuite, monsieur De Villepin, qui c'est qui a vendu les autoroutes à Vinci avec Chirac? Oui. Voilà. Alors maintenant, voilà, je termine là et je voulais parler des hospitalisations de force à propos de, si j'ai bien compris, à propos de ce film, ce reportage Hold Up. Alors, oui, à propos de Jean-Bernard Courtier. Oui. Voilà, alors ça m'intéresse relativement peu parce que bon, voilà, apparemment il y a sans doute une histoire de conflit. Bon, très bien. Oui. Moi, j'ai terminé ma carrière d'infirmier en psychiatrie là ces 12 dernières années. J'ai terminé au mois de juin. Oui. Et ce que j'ai vécu et vu et subi avec ce qu'a installé Sarkozy, la judiciarisation des actes médicaux, c'est-à-dire donc les personnes qui sont hospitalisées d'office, SDT, soit à la demande d'un tiers, SDRE, soit à la demande d'un responsable de l'État. Et le problème maintenant, c'est que c'est contrôlé par des juges. Et cette judiciarisation est complètement folle. Parce que donc on met sous tutelle la décision des médecins qui connaissent leur travail, et des juges qui n'y connaissent rien. L'avocat que j'ai entendu parler là, qui expliquait son truc, mais il était mauvais, il ne connaissait rien. Il parlait. Vous voulez dire que vous pensez que le juge ne peut pas défendre quand même? Mais il n'y a rien à défendre. Quelqu'un que l'on hospitalise de force, c'est qu'il y a eu des soucis graves, soit pour lui, soit à l'encontre d'autres personnes, et on l'hospitalise. Très bien. Il y a des contrôles. Il y a un certificat médical à 24 heures, 72 heures, 1 mois, 6 mois, etc. Au fil des ans. Il peut y avoir, parce que les médecins contrôlent ce qu'ils font. Et ensuite, lorsqu'ils estiment que la personne va mieux, on peut le faire sortir. Alors évidemment, de temps en temps, il y a certainement, c'est arrivé sûrement comme partout, un certificat qui est arrivé un peu trop tard, un patient qui est resté un petit peu trop longtemps en hospitalisation forcée, etc. Mais la psychiatrie, l'hospitalisation forcée, voire même l'enfermement, voire même attacher les personnes, c'est absolument nécessaire pour tout un tas de raisons, parce que lorsqu'une personne n'arrive plus à mentaliser, que ce soit un jeune gamin qui a passé sa vie dans une famille de poil, quand il ne peut pas raisonner, eh bien ça part en vrille. Frédéric, je vous écoute, on vous écoute très bien, mais vous ne pensez pas, franchement, moi je veux bien que les médecins soient tous absolument honnêtes et tout, mais il ne peut pas y avoir des abus quand même. Vous savez qu'il y a eu des abus. Vous savez mais qu'il y ait 1 ou 2 ou 3 ou 10 abus sur l'ensemble du territoire, c'est pas le problème. Encore une fois, on pourrit le fonctionnement de tout un système pour 3 pelés qui font des erreurs. Et s'il y a des abus, très bien, on les fait juger, on les met devant un juge. Ok, mais mettre le juge partout, c'est absolument dramatique. En psychiatrie, en plus, il y a des pathologies, des personnes qui ont des problématiques à composante paranoïaque ou psychopathique. Je peux vous dire qu'ils s'en servent. Parce que ça, c'est un régal pour eux d'essayer de jouer avec les juges, justement, pour essayer. Moi, j'ai accompagné plusieurs
fois des personnes devant le juge lorsqu'il venait une fois par semaine dans mon hôpital. Le juge, il comprend rien. Il prend le certificat du médecin. Le médecin, il y a marqué, bon voilà, on continue les soins pour monsieur ou madame machin, et puis terminé, voilà. Et même si le patient réclame ceci, réclame cela, le juge dit, ok, très bien, je prends note. Et c'est un petit peu comme pour les permis de conduire, il ne donne surtout pas la réponse tout de suite, parce que dans certains cas, ça pourrait extrêmement mal dégénérer. Bien sûr. Et puis voilà, et puis c'est comme ça. Mais le problème, c'est que les médecins, je ne comprends pas qu'ils ne défendent pas leur travail. Oui, mais alors justement, Frédéric, cette judiciarisation, elle existe depuis 10 à 15 ans maintenant. Alors justement, c'est complètement incompréhensible. Mais alors, voilà, pourquoi les médecins ne défendent pas de ce point de vue leur terrain? C'est exactement comme ce qui s'est passé avec l'hydroxychloroquine, où le gouvernement, ces espèces de crapules, ont absolument interdit aux médecins de prescrire l'hydroxychloroquine. Les médecins ne sont pas assez grands pour juger des effets secondaires de ceci ou cela en fonction des pathologies des patients. Et les médecins ne font rien. Il y a un ordre des médecins, ils ne font rien. Parce que cette judiciarisation est extrêmement complexe. Ça crée une administration insupportable, des déplacements de juges extrêmement coûteux, des déplacements de chauffeurs extrêmement coûteux, du personnel et les médecins du coup se rangent à la vie de ça. Et je peux vous dire qu'il y a également, vous allez peut-être l'apprendre, parce qu'on a eu la visite d'une commission européenne qui est chargée une commission de surveillance des traitements dégradants et de la torture en Europe. Donc il y a des commissions qui passent, ils sont venus à Bordeaux, donc ils sont passés, je crois, au commissariat central pour du maréchal Juin, ils sont passés dans 2 services dans mon hôpital, à la brigade de gendarmerie de Hougoum. Vous vous rendez compte, ça veut dire que dans l'esprit de ces crapules d'Européens, il y a des personnes qui sont certains qu'en Europe, en France et dans d'autres pays, il y a des personnes qui torturent. Il y avait une liste de personnes, il devait y avoir, au vu des noms, il y avait peut-être un Danois, un Hollandais, un Allemand, Frédéric, on va en reparler. Alors, je vais vous dire, vous restez en contact, on va prendre votre numéro, on va faire un spécial là-dessus, parce que, effectivement, ça mérite de creuser ça, parce que moi, j'entends d'un côté, gens qui disent, bon, c'est formidable, il faut les juges qui défendent, et vous, qui êtes effectivement sur le terrain, et qui dit, non, ça va pas du tout, il y a eu un problème, il y a une déformation, et moi, encore une fois, la question que je pose, pourquoi les médecins, il n'y a pas que l'ordre des médecins, il y a des collectifs de médecins, pourquoi ils ne prennent pas la parole de façon beaucoup plus précise là-dessus. Merci Frédéric. Je voulais juste poser une question à Frédéric rapidement. Comment vous expliquez, Frédéric, l'augmentation des hospitalisations par ordre de l'État dans ce cas-là? Des hospitalisations obligatoires. Alors là honnêtement, je n'ai pas du tout les chiffres parce que je n'ai pas d'autre regarder ce genre de chiffres. Pourquoi est-ce qu'il y aurait davantage d'hospitalisations forcées en demande de l'État? Et je pense qu'il y a... Quand on regarde l'état des prisons également, les prisons se retrouvent face à des gens qui sont en prison mais qui devraient être en psychiatrie parce on les a mis en prison pour différentes raisons, parce qu'ils ont commis des délits, mais leur fonctionnement relèverait peut-être plus de la psychiatrie. Il y a quand même beaucoup de personnes dans notre pays qui sont en difficulté, en très très grande difficulté. Oui, mais enfin, maintenant aussi quand on assassine des bonnes femmes en les défenestrant, on dit qu'ils sont déséquilibrés. Alors moi je veux bien, hein. Enfin, il y a aussi des choses... Là c'est très difficile de savoir exactement pourquoi on met un tel en prison et un tel à l'hôpital psychiatrique. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a un nombre de fermetures de lits extrêmement important. Moi, je l'ai vécu dans mon hôpital. C'est ça qui est grave aussi. C'est ça qui est grave. Frédéric, merci. On reparle avec vous de ça. On va prendre vos coordonnées. On reparle avec vous de ça. Merci beaucoup en tout cas. Et continuez de nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et la conversation continue entre André Berkoff et son invité Olivier Piacentini et vous qui nous appelez tous au 0826 300 300. Et tout de suite on file à Paris pour donner la parole à Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour messieurs. Bonjour Jacques. Voilà, bonjour Jacques. Je comprends bien le raisonnement et votre raisonnement sur la mondialisation, l'objectif politique d'un gouvernement mondial, etc. J'y adhère d'ailleurs en totalité. Il y a juste un point qui me semble tout de même poser problème. Parce que dans cette configuration que vous indiquez, il s'agirait de l'alliance de grands financiers, de patrons des GAFA, etc., enfin de grands patrons internationaux, avec la Chine, parce que ça implique la Chine. Bien sûr. Voilà.
pensez-vous... Alors, la Chine peut être intéressée à un gouvernement mondial, les communistes chinois peuvent être intéressés à cela, qui sont essentiellement des nationalistes, à condition que ce soit eux qui dirigent le gouvernement mondial. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà, et le problème, excusez-moi, une seconde encore. Allez-y. Le problème, c'est que les autres n'ont pas du tout envie de laisser le pouvoir à la Chine, à mon avis. Alors, vous posez une excellente question, Jacques. Mais cette question, elle est très simple. Pourquoi est-ce qu'il y a une alliance d'intérêts entre le monde de la finance et les grandes multinationales et la Chine? Tout simplement parce que ce sont les multinationales et le monde de la finance qui ont fait décoller la Chine. Au sortir, donc après les événements de la place Tiananmen en 89, la Chine était un pays très pauvre, qui ne fabriquait plus rien, qui était sous un régime marxiste-léniniste classique, on va dire, et qui était complètement en marge. Et le gouvernement chinois, ayant vu cette révolte, a bien compris qu'il fallait que les choses changent. C'est la fameuse théorie de Deng Xiaoping, peu importe que le chat soit noir ou gris, pourvu qu'il attrape des souris. Et donc il a accueilli, avec son intelligence exceptionnelle que tout le monde lui reconnaissait, les multinationales occidentales pour aider la Chine à décoller d'un point de vue économique. Et la Chine est devenue, dans un premier temps, le sous-traitant, je dirais, de ces multinationales occidentales. Et elle a eu cette politique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas distribué, je dirais, les profits qu'elle tirait des exportations à sa population, enfin, en tout cas dans une proportion moindre. Elle a investi dans sa montée en gamme, et donc aujourd'hui est devenu en 20 ans non seulement un sous-traitant qui fabrique des brosses à cheveux ou des t-shirts, mais un pays qui nous concurrence en termes des technologies, y compris l'espace, l'aviation, l'automobile. Pardon, il y a des GAFA chinois, Olivier Pierre. Et maintenant il y a des GAFA chinois, absolument. Et la 5G, etc. Ça, ouais. Bon, donc effectivement il y a un aspect concurrentiel, si vous voulez, par certains aspects. Mais la collusion entre les multinationales et la Chine perdure. On le voit bien quand on perçoit à quel point les médias américains se sont attaqués à Trump, qui est l'ennemi numéro 1, je dirais, de l'importation chinoise massive. Ce gouvernement mondial, les Chinois le préparent déjà. Et on en a parlé depuis le début. Quand on vous dit qu'il métastase toutes les institutions internationales, l'ONU, l'OMC, l'OMS, l'UNESCO, je veux dire, les commissions de droits de l'homme, il est bien évident qu'il se prépare. Et puis l'espionnage. Il se prépare à avoir dans ce gouvernement mondial, l'espionnage évidemment, dans ce gouvernement mondial qui, je dirais, va émerger des institutions qui sont déjà en place, il se prépare à détenir les clés et à partager très probablement les clés avec les multinationales qui sont bien conscientes qu'ils ne pourront pas avoir tout en main et évincer un pouvoir chinois comme ça. Donc vous avez raison. Ce fameux gouvernement mondial est probablement dans l'avenir porteur aussi d'autres types de tensions. Mais le fait est que pour le moment, n'étant pas encore abouti, il y a une collusion d'intérêts pour affaisser la puissance des nations occidentales, et cette collusion d'intérêts, elle est partagée par la Chine et par les multinationales. Ce que les marxistes appellent alliance objective. Alliance objective, absolument. Absolument. Allez, on retourne au standard. On va donner la parole à Aurore qui nous appelle d'Occitanie. Bonjour Aurore. Oui, bonjour Aurore. Oui, bonjour Clémence, bonjour André Berkoff. Bonjour. Je suis ravie et très très honorée de vous avoir. Je fais beaucoup de pubs vous concernant, voilà. Merci. Alors, Merci, moi, je vous en prie. Moi, j'interviens au sujet du professeur Fourtillan. Oui. Alors, je suis soignante, donc il a été hospitalisé contraint et forcé. C'est ce que nous, on appelle un HO, c'est-à-dire hospitalisation d'office. Bon, avant, on appelait ça camisole de force et tout. Aujourd'hui, on appelle ça décontention. Je pense que... Donc, comme je disais à votre adorable standardiste, Emmanuel, voilà, qui est un garçon charmant, adorable. Moi, je suis très, très inquiète au sujet de la suite des événements concernant le professeur Fourtillan. Pourquoi vous êtes inquiète? Alors, vous pensez que on va oui, allez-y. Oui, on va le laisser en détention. Voilà. Donc, je crois qu'on va lui faire des injections de molécules XY. Donc, cet homme, si un jour il sort, par la bonne volonté de on ne sait pas trop qui, ou du moins je ne vais pas me prononcer, sera-t-il le professeur Fourtillan de toujours, ou sera-t-il à l'état d'un légume?
Et moi, je dis... Mais est-ce que vous... Pardon, Aurore, juste un mot. Vous pensez qu'on en est encore à l'époque de Camille Claudel, où l'on enfermait les gens et on les bourrait à l'époque, évidemment, je ne sais pas. Vous pensez franchement qu'il n'y a pas des juges et des gens, d'ailleurs, comme vous, parce qu'avec Jean-Bernard Fourtillan, il y a eu énormément de gens qui ont réagi, des manifestations, des sit-ins devant l'hôpital. Donc, on n'est pas à l'époque où on enfermait les gens et personne ne bougeait. Mais personne sait. D'ailleurs, moi j'ai entendu sa famille, on ne sait rien. Sa famille est très très inquiète au sujet, ne serait-ce que son épouse de son mari. Son fils est très très inquiet pour son père. Bon, donc moi, je suis au courant de son traitement, de ces patchs qu'il avait, on va dire entre guillemets, inventés. Donc avec le professeur Joyeux, qui était, disons, plus ou moins à base de produits naturels. Donc je pense que cette dérive totalitaire où ce pauvre homme est tombé, en fait, ce n'est pas dû à ça. Moi, je dis tout simplement que c'est dû au fait qu'il s'est attaqué à l'Institut Pasteur et également qu'il a osé, qu'il a eu le courage, l'audace, la force de s'exprimer sur le documentaire Hold Up. Et ça lui a coûté très cher. Oui, alors écoutez, moi on va pas se prononcer sur ce qui l'oppose, si c'est lui qui a raison, l'Institut Pasteur a raison et l'Ordre des médecins. Moi je ne prends pas position, n'étant pas médecin, ne connaissant pas l'affaire, je l'ai dit au début de cette émission, nous on a exposé l'affaire, on est très très peu à avoir exposé la chose. Maintenant après, je pense franchement, Aurore, et j'espère en tout cas, qu'il y a suffisamment de contre-pouvoirs encore dans ce pays pour réagir à ça. En tout cas je l'espère. Et on verra qui a raison, qui a tort, parce que il s'est fait traiter effectivement de charlatan par l'Ordre des médecins, d'autres le défendent et l'ont défendu. On va voir ce qui va se passer et j'espère qu'en tout cas que justice soit rendue d'une manière ou d'une autre. Mais nous, on n'a pas vous avez votre opinion et votre opinion, vous avez le droit, mais on n'a pas, nous, à prendre parti là-dessus encore par rapport, je veux dire, au fond du problème, ça veut dire les positions qu'il a prises par rapport effectivement aux injections, enfin aux vaccins, etc. Aurore, en tout cas, vous suivez l'affaire, vous, ça c'est clair. Oui. Moi, je la suis de très près. Je suis scandalisée. Je suis aussi, je voulais rebondir sur le député Patrick Vignal et vous exprimer aussi toute mon indignation sur ce monsieur. Voilà. Vous savez, on l'a dit aussi. Vous avez vu que là-dessus, on a été très clair. Merci en tout cas, Aurore. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Très bon courage, bonne continuation. À bientôt. Merci. Merci beaucoup, Aurore. Au revoir. Eh bien, merci beaucoup à vous, André Berkoff. Merci à vous, Olivier Piacentini. Je rappelle votre livre « Comment l'oligarchie manipule l'opinion ». Le Mirage mondialiste aux éditions de Paris. Et voilà, vous pouvez venir, donc si vous êtes à Paris, faire signer votre livre, justement, c'est à la librairie française dans le 15e arrondissement. C'est où exactement ? 5 rue Auguste Bartholdi, et donc ce serait volontiers que j'accueillerais les auditeurs de Sud Radio 5 pour prolonger les échanges. Bartholdi, dans Paris 15e, c'est ce samedi, c'est samedi, ça ? Oui, à partir de 14h. À partir de 14h, voilà, c'est bien noté pour les Parisiens et ceux qui sont dans la région. En attendant, vous pouvez tous réécouter cette émission en podcast sur Sud Radio, sur YouTube évidemment. Et puis demain, attention, elle s'est mise en retrait de la politique, mais elle continue de combattre dans le combat des idées. C'est Marion Maréchal. On la reçoit demain.